Hello tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre premier podcast aujourd'hui. Donc, on va faire des podcasts hebdomadaires sur les grandes maisons de luxe, parce qu'on est toutes les deux passionnées par la mode, enfin toutes les trois, parce qu'il y aura aussi Luna qu'on verra dans un prochain podcast. Exactement. Et du coup, là aujourd'hui, on va commencer par Hermès et on va suivre toujours la même trame. Donc, on va parler de l'histoire de la maison de luxe. Après, on va parler des actus et après des petits tips pour y rentrer, sachant qu'on est toutes les deux en école de commerce, enfin toutes les trois toujours. Voilà, passionnée par la mode et très intéressée par ce domaine-là. Si vous l'êtes aussi, n'hésitez pas à suivre notre podcast du coup Backstage qui vous permettra d'accéder tout simplement au backstage des maisons de luxe. Alors, du coup, on va commencer tout de suite avec l'histoire d'Hermès. Donc, c'est une histoire qui, vous allez voir, est hyper intéressante et qui on a adoré la travailler personnellement. Voilà, je te laisse commencer peut-être. Laisse-moi introduire un peu l'histoire. Allez, tout commence avec Thierry Hermès, qui est né en 1801 et en vrai, c'était pas du tout un mec qui devait faire ça. Il venait d'une famille hyper modeste, sauf que drame dans sa vie. Genre Qu'est-ce qui s'est passé? pendant les guerres napoléoniennes et tout, Mhm. ben en gros, toute sa famille est morte. Il s'est retrouvé orphelin. Et du coup, après, il est parti en Normandie pour apprendre un métier hyper spécifique. C'est artisan, sellier, harnacheur. Ok. Et en gros, c'est un truc pour designer les selles des chevaux, etc. Et avant, les chevaux, c'était hyper important. Ah Enfin, oui. c'est comme ça qu'ils se déplaçaient. Oui, c'est vrai. Même pour l'armée, les trucs comme ça, c'était hyper important. Mais voilà. Ok. Et j'ai vu aussi qu'en 1837, du coup, il était devenu carrément artisan dans une sellerie. Et donc, il s'est consacré totalement à ça, en fait. Et le début de la marque, c'est vraiment, ça a vraiment commencé comme ça. Au final, c'est en designant des produits pour chevaux, en fait. Ouais. Et en fait, c'est en 1837, c'est surtout, il a ouvert son propre truc, genre. Ah En oui. fait, il est parti, du coup, de la région où il était. Et il a eu une femme, un gosse et tout. Et il s'est dit, bon, vas-y, j'en ai marre de travailler pour des gens, genre. Mm, Et du coup, je vais ouais. ouvrir le truc, genre. Mais je trouve ça fou qu'une maison de mode comme ça, qui est aussi connue aujourd'hui, puisse démarrer de quelque chose qui, à la base, vendait des produits pour chevaux, quoi. Enfin, Ouais, je trouve je te ça jure. assez fou. Mais c'est vrai que ça fait aussi le côté unique de la marque et ce qui est vraiment, c'est une de ses valeurs propres, en fait, c'est que ça a démarré de presque rien pour au final devenir un des plus grands groupes aujourd'hui, quoi. Ouais, mais en fait, ils ont tout misé sur ce qu'ils savaient faire de mieux. C'est le point cellier. En Ah fait, oui, lui, c'était un expert du point cellier. Et en gros, c'est un point qu'ils font pour que toutes les coutures, même s'il y a un truc qui se défait, eh ben, ça va quand même rester. Et en fait, c'est une technique de fou ouais. qui existe toujours. Enfin, tous les sacs Hermès, tous les trucs que tu vois, c'est toujours des points celliers. C'était genre la marque de fabrique du coup de Thierry Hermès, genre. Ouais, et je pense qu'aujourd'hui, ça témoigne aussi de la qualité des pièces, mais à l'époque, c'était presque en fait inévitable parce que quand on a affaire justement au fait de monter sur un cheval, etc., il faut que ce soit solide, on n'a pas le choix. C'est vrai que c'est parti de quelque chose de presque obligatoire pour devenir maintenant quelque chose d'hyper qualitatif et qui vraiment est un gros symbole de la marque en fait. Ouais, c'est clair. Mais surtout qu'au bout d'un moment, ça a carrément commencé à attirer des clients hyper prestigieux, entre guillemets, de la haute société de l'époque, justement grâce à ce qu'on disait tout à l'heure avec ces coutures hyper qualitatives et des produits qui sont faits de cuir aussi hyper qualitatifs. Vraiment, la clientèle s'est ruée sur ces nouveaux produits-là. Et je pense que c'est ce qui a aussi commencé à engendrer ce succès-là. Ouais, mais surtout, imagine, c'est quand même la meuf de Napoléon qui est allée acheter des trucs, genre. Ah oui, mais c'est À quand un même mec très bonne qui anecdote. était Oui, modeste, qui vient de inconnu rien, de genre. base, ouais. C'est une folie. Et même après, il a été aux expositions universelles et tout, genre. Il Il a a... reçu des récompenses. Ouais. Ouais. Mais du coup, au bout d'un moment, turning point, Mhm. ben, Hermès, il misait tout donc sur les chevaux et tout. Enfin, Ouais. c'était le seul truc qu'il faisait. Sauf que, en fait, il y a la révolution industrielle et tout, et Mhm. il y a le début des voitures, le début du Fordisme, etc. Et du coup, le fils, enfin non, même le petit-fils, il est allé aux États-Unis et tout pour voir qu'est-ce qui se passait. Tu vois, Ok. les voitures, etc. Et il s'est dit, bon, il faut révolutionner la marque. Et à ce moment-là, en fait, ça s'appelait même plus Hermès, ça s'appelait Hermès Frères, parce que c'était les deux frères qui avaient la marque. Et du coup, il y en avait un qui voulait à tout prix rester sur les chevaux, Mhm. l'autre, mais du coup, qui voulait à tout prix Moderniser un peu le moderniser la truc, ouais. marque. Et au final, celui qui voulait moderniser la marque, il a racheté les parts de son frère.
Et du coup, il y a vraiment eu un gros changement dans Hermès. OK, super intéressant. Et tu sais que autre anecdote un peu drôle, c'est que en gros, à l'époque, les capots de voitures se fermaient de manière complètement différente. Aujourd'hui, on a l'habitude de juste appuyer dessus et voilà. OK. Mais en fait, à l'époque, ça se fermait sous forme de fermeture éclair. Donc, bah, comme ça, un peu difficile à concevoir, je te l'accorde. De fou. Mais en fait, du coup, ben, Hermès en est un peu inspiré pour créer, des pièces de mode tout simplement. Donc ça a commencé par un blouson de golf et voilà. Il y a même la royauté d'ailleurs qui l'a porté avec, Édouard, VIII. Ah Voilà, ouais, super intéressant. Mais carrément. au-delà de ça, ben, tout simplement, ça a inspiré, d'autres créateurs puisqu'il y a Coco Chanel qui, était complètement stupéfaite par, ce modèle de fermeture sur les vêtements et elle s'est dit, «Bon, ben, je vais grave m'en inspirer» et elle a envoyé des espions, genre regarder comment ça marchait, tu sais, genre pour, bah, juste fabriquer la fermeture en elle-même. Parce que c'était quand même un concept qui, à la base, était assez fou pour l'époque, tu vois? Et elle a J'imagine trop vraiment les espions, envoyé genre. ses ouais, c'est dans C'est genre l'usine, genre. Coco Chanel et tout, et Ouais, tu là comme ça. ouais, non mais vraiment. Trop Et du drôle. coup, voilà et en fait, bah, d'autres créateurs après s'en sont inspirés et maintenant ça a créé ce qu'on connaît tous aujourd'hui, c'est-à-dire, le concept de fermeture éclair, voilà, Bah oui. sur les vêtements, quoi. Non mais c'est fou en vrai. Et du coup, ce fameux Émile, donc Le petit-fils d'Hermès, c'est ça? c'est J'ai ça, bien suivi. faut pas aller chercher les prénoms très loin du coup, Ouais, tu m'étonnes. il a créé, en fait, le premier sac Hermès. OK, le premier sac à main, du coup. Ouais, OK. le vrai sac à main. Genre, en fait, avant, il y avait genre des sacs, mais que pour les selles des chevaux. Mmh. Genre, ça s'appelle des hauts à courroie. D'accord. OK. Et au final, sa femme, elle lui a dit: «Ouais, moi, j'en ai marre, je veux trop un sac pratique et tout». Il a dit: «OK». Et du coup, il a juste réduit le sac, du coup, pour les selles Mmh. pour, du coup, faire, le premier sac Hermès, genre. Homme capable, du coup, il a créé un sac pour sa femme, du Je te coup. jure. Trop bien. OK. Voilà. Et du coup, ce sac-là, il va devenir vraiment un modèle de la marque et ils vont s'en inspirer après pour, créer d'autres sacs, j'imagine? Ouais, OK. on verra ça juste après. Et donc, pour continuer avec ce fameux Émile, donc au bout d'un moment de sa vie, il s'est rendu compte que c'était un peu compliqué parce qu'en fait, il n'avait pas d'héritier vu que c'était que des filles en fait après lui. Et OK. tu sais très bien que les filles à cette époque-là, malheureusement, ne pouvaient pas reprendre une entreprise comme ça. Et du coup, il s'est dit, ben tiens, je vais prendre comme héritier mon gendre Robert Dumas, qui a vraiment refait la maison de A à Z et l'a rendue beaucoup plus luxueuse. Et l'a vraiment fait ancrer dans la tête des gens comme une maison de luxe, encore plus que quelque chose, vraiment une marque pour bah, pour cheval, hein, on va pas se mentir à la Ouais. base. Et du coup, ce Robert Dumas, bah, il a apporté plein de nouvelles choses hyper iconiques à la maison. Là, je pense notamment au carré de soie, vraiment modèle Ah auquel ouais. on peut tous penser quand on pense à Hermès. Et puis au-delà de ça, bah, le bracelet chaîne d'encre, pareil, super connu encore aujourd'hui. La ceinture à boucle H, pareil, encore un banger Que des aujourd'hui. bangers. Voilà. Et enfin, le fameux sac Kelly. Alors de base, il My s'appelait pas God. comme ça. Il s'appelait le sac à débauche. Heureusement, il y a notre fameuse Grace Kelly qui est venue dans l'histoire. Et en gros, à ce moment-là, elle était enceinte. Et elle a vu des paparazzis, etc., qui essayaient de la photographier avec son ventre, du coup, bah, de grossesse. Et elle l'a caché grâce au sac Kelly, du coup, enfin, actuellement sac Kelly. Et du coup, ça a rendu ce sac hyper iconique et hyper bah, mondial, en fait, tout simplement parce que bah, c'était une vraie image en fait d'une femme qui voulait cacher son ventre de grossesse et c'était hyper, voilà, c'était hyper iconique à l'époque. C'est hyper drôle. Et voilà, et du coup, grâce à Robert Dumas, Hermès est vraiment passé d'une maison ben, un peu artisanale à une maison de luxe, en fait, tout simplement. Et il me semble qu'autour des années 80, il s'est passé un peu quelque chose avec l'industrialisation et tout ça. Est-ce que tu peux m'éclairer un peu sur le sujet? Ouais, mais en gros, la majorité des marques, genre, style, Yves Saint Laurent et cetera, Mmh. ils ont pris, ils ont une stratégie de, full industrialisation, du prêt-à-porter à foison et cetera. Mmh. Sauf que Hermès, ils voulaient pas du tout. Donc Ah ouais. compliqué parce que les gens à ce moment-là, ils voulaient le prêt-à-porter et cetera. Et du coup, il y a eu un peu des chutes de vente, genre. Mmh. Donc un peu chiant pour, la maison. Et après, du coup, c'est la 5e génération, donc Jean-Louis Dumas, Mmh. qui a décidé de, voilà, prendre totalement le contre-pied de ce qui se passait actuellement et de rendre le produit Hermès ultra désirable. Mmh. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que au lieu que ce soit justement, achetable par tout Mmh. le monde, que ce soit achetable par personne. Mmh. Et Et du du coup, coup, que ce rendre le soit truc encore un plus désirable, quoi, au ouais, final. voilà, Mais c'est vrai qu'on c'est connaît quand même ça. Hermès vachement pour justement sa qualité et le fait que ce soit hyper prestigieux, quoi. Ils se sont vraiment basés sur ça, quoi. Ouais. Mais du coup, dès, les années 80, il y a eu, le système un peu, que tu connais, enfin qu'on connaît tous, on va dire. Mmh. Système des listes où, il faut que tu achètes Ah énormément oui. pour pouvoir rentrer sur les listes d'attente,
pour, donc avoir un sac qui t'est proposé, mais c'est pas toi qui choisis vraiment le sac. Enfin, c'est vraiment un Mmh. truc pour montrer que voilà, genre, faut mériter Mmh. d'avoir un sac Hermès. Hermès, mettez-nous sur la liste du Birkin, Non, mais s'il vous plaît. vraiment, pitié. Non, moi, Pitié. en vrai, j'ai toujours voulu un mini Kelly, genre, Ah, Mini depuis Kelly, toute j'adore, petite. j'adore. Genre, Ouais, c'était mon le rêve, ma rêve, lubie, genre. le rêve. Mais bon, Ça se ça va être un réalisera peu pas compliqué. maintenant. On va attendre encore un Peut-être peu. plus tard, Faites-nous percer, notre podcast comme ça on peut s'acheter un Kelly, je s'il te vous jure. plaît. Pitié, genre. Pitié. Non et voilà. Et voilà, et du coup et donc tout ça, bah, ça a donné ce que c'est aujourd'hui au final. Bah oui. C'est ça, la marque, qu'on a tous en tête comme, la marque la plus prestigieuse et comme tu as dit, désirable au final du monde, quoi. Ouais et la marque, Orange finalement. Orange, c'est vrai, et tu sais d'où ça vient ça d'ailleurs? Ouais. En Vas-y, gros, explique-moi. pendant la guerre, Mmh. du coup, beh, de base, Hermès, c'était, beige clair, genre. Beige clair, ah Ouais. oui, Sauf qu'il y avait différent. plus leur couleur et la seule couleur qui restait, c'était orange vif, genre. Du coup, c'est même pas eux qui ont, genre, Ah, décidé de rendre Hermès orange. C'est, genre un coup de «malchance» entre guillemets, où en mode, bah, du coup, il y avait ouais, pas la couleur de ouais, base d'Hermès et du coup pendant la ça s'est guerre, c'était transformé, hyper genre. restreint, quoi. Ouais. Tu imagines? C'est Ah une folie ça ouais, et aussi, du hein. coup, ça a vraiment fait leur identité de marque au final. Enfin, le orange Ouais. comme ça, hyper vif, enfin, c'est à ça qu'on Bah, qu'on le ça reconnaît au quoi. final. Et donc ensuite, ce fameux, Jean-Louis Dumas, il a encore plus étendu, la collection donc, de joaillerie, de parfumerie, donc à tout ce qu'on connaît au final aujourd'hui d'Hermès. Et au-delà de ça, ben, à l'époque, il y avait déjà, cette manière de produire, hyper qualitative qui demandait des fois 15 à 20 heures de production. Le moindre défaut, ça engendrait le fait que le sac était détruit immédiatement, enfin le sac ou n'importe quelle pièce d'ailleurs. Et du coup, c'est vrai que ce savoir-faire-là artisanal, il a quand même perduré jusqu'à aujourd'hui. Et justement, ben, à l'heure actuelle, quand on regarde les chiffres, c'est un groupe qui est énorme parce qu'il y a plus de 26 500 employés dans le monde, dont 60% d'ailleurs en France. Parce que Trop bon, bien ça. c'est quand même là d'où ça vient au final. Et puis parmi eux, il y a quand même 7000 artisans qui bah, travaillent tous les jours justement pour faire de chaque pièce ben, une pièce vraiment de qualité hyper exclusive et ils y mettent tout leur savoir-faire en fait. Et je trouve ça hyper beau à voir que ce soit encore le cas aujourd'hui. Et Et justement, c'est pas, tu un seul artisan qui travaille sur un sac en entier. exactement, voilà, chaque artisan a son propre sac attitré sur lequel il va travailler vraiment de A à Z. Ça, Donc c'est une c'est des folie, hein. artisans qui ont des savoir-faire bah, de fou quoi pour pouvoir faire toute la production de A à Z. Et voilà, et contrairement justement à la plupart des autres maisons de luxe, c'est vrai que, ben, ça reste quand même largement local. Il y a des ateliers un peu, partout en France, mais voilà, très local et très, savoir-faire à la française au final. Et du coup, bah, c'est beau que ça existe encore aujourd'hui au final. C'est clair. Mais en fait, ça change surtout des autres, quoi. Voilà, Tu te dis, exactement. l'hyper-industrialisation et tout, VS Hermès, genre. Hermès qui est vraiment là en termes de production, quoi. Et en vrai, ça leur a bien réussi, je crois. Ça leur a bien réussi. Non, en vrai, ce qui est incroyable avec Hermès, c'est que c'est une seule marque Mmh. et tu vois les comparaisons de fou avec LVMH, tu vois? Ouais. Elle est valorisée à Hermès est valorisé à 200 milliards. Mmh. LVMH, c'est 380 milliards. Sauf que LVMH, ils Il ont y a plein de 75 marques, marques voilà, bah dedans. oui. Donc vraiment, enfin, c'est T'imagines? fou. La comparaison est folle. C'est une folie. Bah, tu m'étonnes que Bernard Arnault, il voulait trop, Hermès, genre. Oui, d'ailleurs, il y a eu une histoire à propos de ça, non? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait ce Bernard Arnault? Genre, en gros, au bout d'un moment, Hermès, ils avaient trop d'héritiers. Mmh. Enfin, en fait, pas trop d'héritiers, mais en fait, la famille, elle devenait trop grande. Ouais, Et chacun faisait sa vie. Donc, il y en avait qui allaient dans, qui essayaient de profiter du coup de l'argent et juste ils profitaient de l'argent et ils vivaient comme ça. OK. Il y en a qui se donnaient un peu pour la marque, etc. Enfin, bref, chacun vivait comme il voulait. Sauf qu'ils commençaient à avoir vraiment trop de parts réparties partout. Ouais. Donc, ils se sont décidés que, beh, du coup, toutes les personnes dont on avait le nom pour Hermès, c'était Mmh. les gens qui avaient plus de 0,5% des parts. OK, Tout ce qu'il y avait en dessous, en fait, on savait pas ce qui se passait. OK. Mais en fait, on s'en foutait parce que, beh, du coup, c'était, une famille et cetera, ils avaient confiance en eux. Mmh. Sauf que Bernard Arnault, du coup, qui voulait à tout prix Hermès, il a pris Forcément. plein de sociétés et il a racheté moins de 0,5 tout le temps, genre. Plein de fois, plein de fois, plein de fois, jusqu'à arriver à Ah! 17% de la marque. Waouh! Ah oui, ça fait mal. Donc c'est une folie. Mais parce qu'en fait, il y avait, beh, du coup, des gens de la famille qui voulaient revendre les parts pour juste avoir des sous et puis vivre leur vie, sans Mmh. travailler quoi que ce soit, tu vois? Et du coup, il a réussi à grappiller comme ça en prenant petit à petit, Ouais, moins de 0,5. ouais. Bon, au moins il y a de la persévérance derrière ça, Non, mais je te bon. jure. Et du coup, ouais, en 2010, il y a eu un procès, du coup, beh, entre Hermès et LVMH
Et beh, du coup, Hermès, au final, a gagné, mais a quand même perdu un peu de sous, Forcément, forcément, dans ça. forcément. Mais surtout, LVMH qui a pris enfin, Bernard Arnault qui a pris, genre, toutes les marques qu'on connaît, genre, dans Mmh. son groupe, n'a pas réussi à prendre Hermès. Genre, Hermès a résisté à, Ouais. LVMH. Genre, c'est une Donc folie, je encore une trouve. fois, vraiment un signe d'exclusivité, complète de la part de la marque, quoi. Ouais, c'est Ils clair. veulent pas du tout se mélanger aux autres et ils veulent vraiment rester, bah, seuls, en fait, face au monde, au final. Bah, ouais, c'est ça. Maintenant, je te propose qu'on passe, aux actus un peu sur la marque, savoir, là où ils en sont et les choses un peu, importantes à savoir du moment. Allez. Go! Alors déjà, très important, défilé Hermès, automne-hiver 2026, très récent, on est en plein dedans. Donc, c'était pendant la Paris Fashion Week, donc il y a très, très peu de temps. C'est la directrice artistique Nadège Van I, Cybulski, désolée pour ma prononciation, Waouh. voilà. Mais du coup, elle a présenté, donc cette collection Hermès-là et c'est vrai qu'en fait, ça a permis de complètement renouer la marque avec leurs racines de base, c'est-à-dire le milieu, équestre et du coup, bah, ça recréait une atmosphère, voilà, dans la forêt, au crépuscule, il y avait un sol recouvert de mousse et cetera, donc vraiment ambiance, très nature, et cetera, un peu revenir aux sources de l'époque. Donc J'avais vu, voilà, c'était trop beau. c'était super beau, vraiment j'ai Ouais. regardé et bon, bah, les collections évidemment toujours aussi, élégantes quoi, on peut retrouver d'ailleurs des manteaux en mouton de Toscane, voilà. Il y a des cuissards, donc évidemment, toutes les combinaisons en cuir, qui font énormément penser au Ouais. milieu équestre, hein, évidemment et puis voilà, des tons, voilà, toujours plus inspirés de la nature, comme le vert, vert forêt, et puis tout ce Bordeaux qui est aussi. bordeaux aussi, voilà, bordeaux, donc voilà, une collection qui au final était extrêmement élégante et qui ramenait un peu aux sources de la marque. Bah, trop bien. Voilà. OK et moi, j'ai vu une actu aussi. Mmh. C'est, encore une folie. Il y a eu un sac là qui a été enfin un Birkin justement, OK. qui a été vendu 2,45 millions Waouh, d'euros genre, ça fait beaucoup quand même. pendant une, vente aux enchères à Abu Dhabi et c'est la deuxième vente, de fou qui s'est passée là en 2025 parce qu'il y a eu justement, beh, un Birkin original donc qui a vraiment été porté, à Skip par, OK. Jane Birkin qui a été vendu à 8,6 millions aussi, dans une, vente aux enchères et ça c'est, hem, une des plus grosses ventes aux enchères, Ouais, tu de m'étonnes. sacs, genre. Tu m'étonnes. Mais justement, là, tu me parles de Jane Birkin et je sais pas, du coup, si vous connaissez l'histoire ou pas. C'est vrai qu'elle est assez connue, mais en fait, bah, tout simplement, Jane Birkin était, sur un vol d'avion, donc avec, Jean-Louis Dumas et elle voulait, en fait, tout simplement ranger sa pochette, tu sais, dans le Ouais, je sais pas, porte-affaires, quoi, dans l'avion et en fait, tout est tombé par terre et ben, Jean-Louis Dumas, il a eu un peu de peine pour elle et il lui a proposé en gros de lui faire un sac beaucoup plus pratique où c'est qu'elle pourrait ranger tout ce qu'elle veut et qui était à la fois donc, bah, justement élégant et pratique. Et donc il a utilisé le petit sac à vomi qu'il y avait dans l'avion beh, pour, oui. vraiment dessiner le sac direct, à côté d'elle, quoi et au final, il a créé donc le fameux Birkin. Sauf que malheureusement, donc nous, c'est un sac qu'on adore tous, mais Jane Birkin n'était pas forcément fan. Donc en fait, elle a jamais trop porté les Birkin. Enfin, elle en avait plein du coup dans sa collection, mais c'était pas, voilà, elle en portait pas au Ouais, elle les quotidien. vendait et tout pour ses œuvres Voilà, caritatives. exactement, elle les vendait aux œuvres caritatives et du coup, ben, c'en est devenu iconique, mais c'est vrai que cette dame-là n'en était pas forcément fan, quoi. Tu imagines, on t enfin, tu as Ouais, plein de on te Birkin, crée ton genre, sac, c'est le sac le plus iconique c'est et tu hyper aimes pas, genre. iconique. Ouais, elle a un peu déconné là sur ce En coup-là. vrai, c'est une folie quand même. OK, donc pour passer un peu maintenant à la phase, que vous attendez sûrement tous, comment rentrer finalement chez Hermès? Ce qui est Mmh hyper mh. important, je pense, c'est de comprendre leurs valeurs. Tout simplement parce que voilà, on l'a compris, c'est une marque qui repose énormément sur l'excellence, on l'a vu de la manière de produire et cetera. Sur, l'exigence aussi puisque c'est des manières de faire et de produire qui sont, très structurées et avec un savoir-faire énorme. Ouais, au final C'est 7 000, que 7 000, voilà, artisans, artisan c'est exactement. ça? Voilà, aussi la reconnaissance de la marque qui s'est construite, au fur et à mesure du temps, avec, des créations de pièces, qui du coup maintenant sont hyper reconnaissables, qui ont fait des pièces vraiment iconiques. On a également le côté hyper, discret, donc la discrétion, la valeur qui est hyper importante aussi, c'est, le fait que justement ils ont voulu rester fidèles à eux-mêmes, comme on l'a dit tout au long du podcast et que justement ils ont voulu se faire discrets dans un monde du luxe qui est peut-être parfois un peu, tape à l'œil. Et Donc ils font même voilà. pas de pub aussi, ça on en a pas Oui, parlé. c'est vrai. Ils font quasiment pas de pub. En fait, il y a C'est très peu de pub, c'est très peu vrai. de budget, Mmh. qui est en fait dans le marketing.
C'est vrai. dans Bah, parce Hermès. qu'ils estiment qu'en fait, c'est déjà ancré dans nos têtes, en fait. On n'a pas besoin de la faire connaître, cette marque, elle est déjà connue et c'est vraiment, consommé par des gens qui sont intéressés par, le savoir-faire encore plus que, le fait que ce soit du luxe au final. Ouais et surtout, c'est inaccessible pour tout enfin, Et voilà, c'est pour inaccessible, le commun des mortels, oui, oui, c'est un oui. peu En tout cas, pour les plus inaccessible. grosses pièces, c'est vrai que voilà. Donc c'est vrai que tout ce qui est exemplarité aussi, ben, c'est une marque qui prône beaucoup de valeurs, bah, justement d'authenticité, de tradition. Donc voilà, donc si on reprend un peu, tout ça, ça nous fait de l'excellence, de l'exigence, de la reconnaissance, de l'enthousiasme aussi, c'est vrai, parce que c'est voilà, on va en parler après, mais ils disposent d'employés, qui sont quand même, relativement, accueillants et bienveillants et donc tout ça, du coup, ça se transmet, à travers la marque. Donc c'est hyper important de le savoir, au moment de vos entretiens et aussi pour votre CV, pouvoir un peu justement communiquer tout ça et justement, du coup, on a pu, parler à une stagiaire, assistante chef de projet qui est actuellement chez Hermès Mmh. et qui nous a donné plein de bons conseils, à suivre, et cetera. Elle, ce qu'elle recommande, c'est donc d'avoir des stages avant. Mmh. Bah, le mieux, c'est d'avoir des stages, dans le On luxe s'en de doute, base, ouais. mais enfin, ça, c'est pour toutes les marques de luxe, enfin, toutes les maisons de luxe. Si tu veux rentrer, il faut des expériences avant, donc comment tu as des expériences? Bah, Bien sûr. il faut vraiment que tu rentres, au bout d'un moment dans une première maison. Mmh. Donc elle, elle préconise du coup de rentrer, beh, dans des entreprises qui sont liées au luxe, comme genre des agences partenaires, des petites et moyennes entreprises qui Mmh. sont dans le secteur de la mode ou même de travailler, enfin d'avoir déjà un lien dans le luxe. Typiquement, d'être vendeuse avant, je sais pas, Voilà. chez Sephora, c'est un truc que tu peux faire en job étudiant quand tu es jeune Mmh. Ah et bah au oui, final, totalement. ça te donne une porte d'entrée dans un monde, J'espère. Tu fait ça? Oui. Moi aussi, j'ai fait ça Arrête. à Bah écoute. Barcelone. Ah bah non, moi pas à Barcelone, mais écoute, ça fait toujours du bien sur le CV d'avoir le petit truc, Sephora, Je groupe te jure. LVMH, ouais. Non, mais voilà, en vrai, tout type d'expérience est quand même bonne à prendre, mais c'est vrai qu'il faut le plus possible les lier justement à ce que Hermès recherche et justement à ce que vous pouvez apporter. Donc toujours prendre vos expériences pour en faire quelque chose une plus-value au final. Ah oui, c'est vrai que je voulais te poser la question, comment est-ce qu'elle a trouvé son offre, bah, du coup de recrutement et comment est-ce qu'elle a postulé? Donc ça se enfin, tout se passe sur le site carrière Hermès. OK, on vous Donc en mettra le lien, juste en ouais. dessous. Donc c'est un site vraiment qui est hyper facile, à comprendre en tout cas. Mmh. Tu mets, le type de contrat que tu veux, la durée et cetera, l'endroit. OK. Il faut savoir quand même que la majorité des stages sont en France, donc typiquement, bah, des gens comme moi qui cherchent un stage à l'étranger, c'est un peu plus Compliqué. compliqué. Ah bah, d'où le local, qui Ah appartient à oui, la oui, oui. marque, c'est pas du mensonge, hein, pour le Ah oui, coup. non, vraiment. Mais en plus, il y a vraiment des stages par contre partout, pas En qu'à France, Paris, ouais, genre. ouais, ouais. Il y en a vraiment, dans toutes les régions, enfin vraiment, c'est pas mal. Mais du coup, OK, à l'étranger, c'est un peu plus compliqué. Il y a, pour l'étranger, il y a notamment les États-Unis ou l'Italie, mais il faut mais enfin, très peu, quoi. ouais, mais même, faut être bilingue italien, Oui. c'est Bah, il y en aura peut-être, hein, mais pas nous, en tout cas. c'est un peu plus compliqué. Voilà et après sinon, bah, du coup, c'est assez, simple. Enfin, c'est exactement comme un stage, basique Ouais. pour postuler. Elle, elle a conseillé donc de postuler, dans les 24 heures qui suivent, l'annonce. Et voilà pour, OK et pour ce qui est, du coup, des étapes de processus de recrutement, est-ce que tu sais un petit peu et aussi les interlocuteurs, c'est important de savoir, pour, pouvoir après s'y adresser plus correctement? donc il y a 2 étapes, ça se fait en visio sur OK. Teams et la première mais du coup, enfin, c'est hyper classique. Mmh. Première c'est avec, une RH et deuxième c'est avec, des managers. OK, donc assez classique aux maisons de luxe, enfin assez commun du moins. Ouais. OK et est-ce qu'il y avait des études de cas pendant ces entretiens-là ou pas Non, il tant? y avait pas d'étude de cas. Par contre, sur la première partie, la partie RH, il y avait des questions qui étaient quand même assez précises, notamment sur l'histoire d'Hermès. C'est pour ça que c'est important d'écouter le podcast. Voilà. Et typiquement, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a demandé les noms des gens qui ont dirigé Hermès. OK, donc retenez bien tout ce qui est Émile, Jean-Louis et cetera. Charles-Émile, ouais, c'est toujours les Charles-Émile. mêmes prénoms de toute façin. Oui, ça va, ça Ça, c'est pas très simple. compliqué et l'ADN de la marque, donc pareil, du coup, les valeurs dont on a parlé, Mmh. ils lui ont demandé, du coup, ce qu'elle en pensait et enfin, pour elle, c'était quoi, du coup, les Ouais, valeurs de la marque, l'ADN et cetera. ouais. Donc ça, bien savoir et ils lui ont demandé aussi, les campagnes qu'elle préférait. Ah oui, les campagnes, OK, donc bah, notamment si ça venait à vous arriver, on peut parler, par exemple du défilé dont on a parlé tout à l'heure, pour, la Paris Fashion Week 2026.
C'est important de savoir aussi évidemment ce qui se passe au sein d'une marque, hein, c'est sûr. Du coup, on a dit donc avec les RH plutôt le côté comprendre la maison, les valeurs, les dernières campagnes, etc. Mais du coup, avec les managers, comment est-ce que ça s'est passé concrètement? Alors là, c'était totalement différent de ce qu'elle m'a dit. Ok. En fait, maintenant qu'elle est dedans, elle Mhm. m'a un peu dit, en fait, les managers, ils ont pas le temps. Et ce qu'ils privilégient vraiment, c'est le fit avec la personne. Mhm. Le Vraiment, feeling en ouais, le gros. feeling, Ok. que ça se passe hyper bien et tout. Et du coup, ils sont hyper bienveillants. Bon, je pense qu'il faut pas non plus tomber dans le Oui, truc évidemment. de on est potes, mais plutôt montrer sa personnalité et montrer que voilà, t'es quelqu'un avec qui il est bon de travailler, Oui. voilà, quelqu'un comme ça. Et au final, ils font en sorte de te mettre à l'aise pour vraiment comprendre ta personnalité. Donc, c'est Ouais, aussi important de rester authentique et naturel au final, je c'est suppose. clair. C'est pas du tout un truc où il faut être hyper fermé et tout, même si on a une image du monde du luxe où c'est hyper fermé, hyper exigeant, etc. En fait, pendant les entretiens, faut pas tant être comme Ouais. ça, mais plutôt être soi-même naturel. Et c'est vrai que de ce qu'elle nous a dit, ça l'a pas mal surpris justement ce côté un peu hyper bienveillant, un peu même comme tu as dit, un aspect hyper fluide, etc. au niveau des conversations. Parce que c'est vrai quand on pense à une marque de luxe, on se dit bon, est-ce que ça va pas être très strict, etc. Évidemment, il faut rester professionnel, sérieux, bonne tenue, etc. Mais c'est vrai qu'elle nous a quand même communiqué le fait que c'était très bienveillant au sein de l'équipe, quoi. Ouais, et surtout, donc elle a fait, elle a postulé pas que donc dans Ouais, cette maison de ouais, luxe, ouais. elle a postulé dans beaucoup de maisons de luxe et c'est, vraiment celle où elle a dit qu'elle a le plus ressenti ça, Mhm, comparé, du coup aux autres dont on parlera dans les prochains podcasts. mhm. On verra, comment y rentrer, ce sera bien différent. Restez branchés. Ouais, Et c'est vrai qu'il y a aussi là, quand même la performance en entretien forcément qui compte. C'est quand même important justement de préparer les questions classiques, hein. On revient toujours autour des mêmes questions. Ça, vous pouvez les retrouver facilement sur Internet, vous entraîner au préalable, etc. Mais voilà, ce qui, je pense, différencie Hermès des autres, peut-être, c'est que vraiment, ils ont un accent particulier sur comprendre l'évolution de la maison, son ouais, histoire, etc. Enfin, voilà, c'est toujours important, évidemment, de se renseigner sur une marque, mais là, je pense qu'ils accentuent beaucoup quand même. ouais. Bah, c'est une maison qui est assez spéciale, particulière de par son histoire, mais C'est aussi, ça, du fait que, c'est une des seules qui est pas dans LVMH ou dans un autre groupe. c'est Donc ça. c'est une des seules qui est vraiment indépendante. Donc c'est pour ça que leur histoire tient vraiment à cœur. C'est ça. Et au niveau du CV, est-ce qu'on sait un peu ce qu'il privilégie? Un des seuls trucs qu'elle m'a dit, elle, c'est que, du coup, je parlais des expériences, mais sur la forme du CV, Mmh. elle a dit que elle avait fait un truc hyper simple, pas du OK. tout ce qui est recommandé dans d'autres maisons de luxe où justement, après, c'est souvent des gens qui veulent faire du marketing qui font Un peu plus des trucs un peu esthétique. plus Mmh. esthétiques. Elle a dit un truc très simple. Elle avait fait un truc très simple et c'était très bien OK. passé. Ce qui, au final, correspond aussi aux valeurs de la marque, hein, Bah puisque oui, c'est quand oui. même une marque, qui reflète un d'élégance et cetera, donc forcément, ça demande aussi un peu de simplicité. OK. Bah, Ok, écoute, on a déjà pas mal, de conseils, j'espère que, du coup, vous, ça vous servira peut-être pour, vos prochains recrutements, pour vos prochaines, offres de stage. et même pour nous, hein. Et pour nous aussi, on espère. Et puis au-delà des stages, en fait, ça peut être pour tout, hein. Ça peut être pour des CDD, pour des alternances, etc. Donc c'est vraiment bon à prendre et au moins ça tient de l'avis d'une personne qui a vraiment été recrutée. Ouais. Donc voilà. En tout cas, on espère que ce podcast vous aura plu. Nous, en tout cas, on a vraiment bien apprécié le filmer. Et puis surtout, restez bien branchés pour le prochain qui arrive la semaine prochaine, du coup. Et ce sera sur Chanel. Et c'est oui, ta marque, ça. c'est ma marque. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à faire la classique, like, commentaire, la totale, partager à vos potes qui veulent travailler dans le luxe aussi, C'est le plus important. c'est le plus important. Et voilà, donc du coup, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao! Bisous